Donc voilà, je suis Pascale Catoire, donc je suis en deuxième année de thèse, inscrite au laboratoire EDA de Paris-Descartes avec un co-encadrant sur l'Université d'Orléans, au laboratoire LLL. Donc vous avez vu le sujet de ma présentation. C'est vrai qu'il faut utiliser la main gauche, effectivement, sinon... donc le plan de ce que je vais vous présenter, je vais essayer d'être assez brève, c'est le défi. Alors, donc à l'origine de ma recherche, c'est un constat que j'ai fait déjà aussi en tant que professeur, puisque j'ai été 20 ans professeur d'anglais dans l'enseignement secondaire. Les résultats des élèves en compréhension orale en anglais des élèves français sont particulièrement faibles, on le voit en particulier ici. Ils ont été testés avec un ensemble de 16 pays européens. Donc on voit qu'une très grande majorité d'élèves atteignent le niveau simplement A2, ici en gris, alors qu'en fin de scolarité obligatoire, le niveau qu'on vise est B1, donc on dit, nous en langue, que le niveau A2, c'est un niveau élémentaire. Donc des résultats qui sont faits particulièrement en compréhension orale, mais comme vous pouvez le voir aussi dans d'autres activités langagières. Je me suis donc interrogée, et je suis allée voir bien sûr du côté de la recherche pour savoir quelles étaient les difficultés de cette compréhension orale, qui sont des difficultés qu'on va retrouver dans d'autres activités d'apprentissage, bien sûr. Donc des difficultés d'ordre général, des difficultés d'ordre cognitif qu'on va retrouver dans d'autres activités de compréhension. Pour la compréhension orale, il faut segmenter, émettre des hypothèses, créer du sens en particulier. Des difficultés qui sont liées à des connaissances antérieures qui sont stockées dans la mémoire à long terme, comme par exemple le lexique, la syntaxe. Et des difficultés qui sont dues particulièrement à l'anglais, de ce que Huart appelle la grammaire de l'oral. Pour nous, Français, on a une grande difficulté en entendant de l'anglais, qui est une langue accentuée sur certains mots, donc d'autres mots sont mangés, avalés, disent certains. Et ça pose un problème au niveau des processus de bas niveau pour décoder. Ce qui m'intéressait aussi, ce qui m'a interpellée, ce sont la position à la fois des acteurs de l'éducation, mais aussi du ministère de l'Éducation nationale, qui promeut les outils numériques, en particulier la balado-diffusion, et qui, on retrouve très souvent ce genre de phrases, donc l'ETIS permettrait d'exposer les élèves à davantage de langues, qu'ils y trouveront une motivation supplémentaire, que c'est un outil qui permet d'individualiser l'activité, donc de travailler à son rythme. Et très souvent, on trouve aussi le terme d'autonomie. Ça m'interpellait d'autant plus par ma pratique que Guichon, par exemple, a montré dans une étude assez récente que seulement 11% des professeurs de langue font utiliser les TIS régulièrement par les élèves. Ils sont nombreux à les utiliser pour leur préparation, mais peu à les faire utiliser. Donc je voulais aussi un petit peu creuser cet aspect-là. Et enfin, dernier constat, l'idée que les écarts pourraient s'accroître par l'usage des TIS. C'était un constat que j'avais en tant que professeure puis formatrice, qui a été confirmé par des études, en particulier la première, celle de Stéphanie Rossel, qui a démarré sa thèse à ce moment-là et qui a écrit depuis pas mal sur ce sujet, qui a mis les élèves en autorégulation sur un baladeur et qui, donc en filmant leurs mouvements à l'écran de très près, s'est rendu compte que lorsqu'on avait, nous, l'impression, les professeurs dans la classe qui cliquaient, oui, ils cliquent, mais ce ne sont pas forcément des activités très bonnes en apprentissage. Les élèves faibles ont des stratégies très désordonnées et très peu de stratégies métacognitives. Elle parle même dans un article récent de la double peine, la peine que représente la charge cognitive pour des élèves en difficulté de décoder, et une double peine qui est... Oui, ça fait un drôle d'effet, ouais, ça serait mieux comme ça. Et là, vous m'entendez suffisamment? D'accord, j'étais trop près, pardon. Oui, souvent aussi, ça faisait écho. Donc la double peine, donc celle de la charge cognitive et celle que représente la manipulation de l'outil, même s'il s'agit d'un outil aussi simple apparemment que le baladeur, représente une charge très importante et qui va être beaucoup plus marquée chez les élèves en difficulté. Des études qui ont été aussi confirmées auprès d'autres publics, comme par exemple celle de Marneffe et Bonassi. D'autre part, il y a peu de recherches dans ce domaine, sur le domaine de la compréhension et des stratégies, et peu de parcours entraînant à la compréhension orale en passant par des stratégies. J'ai essayé d'aller voir en ligne ou sur des sites ministériels. C'est mentionné, mais très très peu, et j'en ai fait un petit état dans un article que j'ai fait l'année dernière. Voilà, donc ces constats m'ont amené à poser une problématique pour cette recherche, qui est la suivante. Et je suis partie donc d'une hypothèse principale, vous l'aurez compris, qui était donc si on voulait entraîner les élèves à la compréhension orale, on devait passer par le développement de stratégies métacognitives, que je vais développer au cours de la présentation.
qui a mené 3 questions, en fait. Qu'est-ce qu'on observe dans la classe lorsque des élèves travaillent avec des baladeurs et quelles sont les interactions, sont-elles modifiées? Une deuxième question, comment va-t-on pouvoir les entraîner à la compréhension orale avec des baladeurs, ce qui pose la question de comment on va intégrer les compétences métacognitives de compréhension orale dans ces outils. Et une troisième, évidemment, l'impact que ça pourrait avoir sur les performances des élèves. Alors, je vous présente rapidement le protocole qui s'est déroulé dans un lycée périurbain. Ça concerne 4 classes de première, entre 19 et 21 élèves, donc à peu près 80 élèves, sur 4 mois cette année, et 2 professeurs impliqués qu'on nommera M et AM. Donc voilà, les photos vous montreront un petit peu. Donc deux groupes, 2 classes de première vont travailler de façon entre guillemets traditionnelle, c'est-à-dire le professeur va mener la compréhension orale depuis son poste professeur. Donc ça c'est le groupe A. Le groupe B, c'est aussi le professeur qui mène la compréhension orale, mais on a introduit une variante. Les élèves ont, en fin d'heure, à remplir un journal de bord de façon à travailler sur les stratégies métacognitives qui ont été introduites pour tous les groupes en début d'expérimentation. Donc tous les groupes en avaient connaissance. Puis nous avons mis en place donc, ce baladeur. J'ai pris la classification de Van der Grift, qui classe donc les stratégies métacognitives, on pourrait dire un petit peu avant l'écoute, pendant l'écoute et après l'écoute. Donc ces élèves travaillent sans baladeur, ça va être un peu nos groupes contrôle. Puis 2 groupes vont travailler avec les baladeurs. Un groupe qu'on appellera le groupe C travaille sans stratégie. Ils ont eu une petite introduction, comme les autres, aux stratégies métacognitives, puis on ne rappelle plus ces stratégies, on les laisse travailler seuls. Vous les voyez là, ici, vous voyez un petit peu aussi la taille des baladeurs, comme ça. Ce sont des baladeurs audio et vidéo. Ils prennent donc des notes sur les compréhensions orales qu'ils écoutent et ils sont censés en faire un compte-rendu en langue française pour ne pas gêner la production, pour voir leur compréhension en fin d'heure. Un autre groupe, le groupe D, travaille aussi avec des baladeurs. Et pour eux, on a rajouté le journal de bord, le même que tout à l'heure. Là, vous voyez sur l'autre page, en fait, par séance, ils prennent des notes, puis font un compte-rendu dans cette partie. Et on a travaillé donc pour les 4 groupes sur les mêmes documents pendant 9 séances. Il s'est avéré que les groupes, on s'en doutait un petit peu lorsque je suis arrivée, mais enfin, il s'est avéré que les groupes avaient un profil très très différent. Alors on va regarder ces 2-là, surtout puisque ce sont les 2 groupes qui travaillent avec baladeurs. Donc le groupe C a une très forte majorité d'élèves qui sont très avancés, B1+, B1 marron et vert, B1, B1+, B2 sont des élèves très bien autonomes, qui comprennent bien. C'est le niveau qui est visé en fin de terminale, mais qui est atteint par très peu de nos élèves en réalité. Donc ça, c'est une classe très avancée. Et l'autre groupe, qui au contraire est très faible, puisqu'on a une majorité en rouge et orange d'élèves inférieurs à A2 ou A2, donc qui est un niveau qui on situe normalement au milieu du collège. Donc ce sont des élèves qui arrivent avec beaucoup de retard, un profil d'élèves très peu disposés aux apprentissages aussi, ceci entraînant cela évidemment. Voilà. Nous avons dû garder ces groupes pour des contraintes d'emploi du temps, puisque les professeurs avaient, donc il n'était pas possible de modifier autrement. Donc on a choisi de travailler, nous pour les baladeurs, d'observer particulièrement ce groupe-là, parce que moi les élèves faibles m'intéressaient beaucoup, avec le problème qu'on n'aurait pas, on ne pourrait pas comparer quantitativement les résultats du groupe C, puisqu'évidemment ils sont très très différents au départ. Alors le parcours, donc en quoi ont consisté ces parcours que nous avons mis en place pour ces élèves du groupe D? Alors, sur les 4 premières séances, nous avons fait des parcours guidés, puis sur 4 séances à la fin, ce sont des parcours libres pour voir s'ils réinvestissaient les stratégies qu'on avait essayé d'impulser. Ça fait 8. Au milieu, j'ai demandé en fait à la professeure de reprendre la classe, si elle pouvait, pour que je puisse les observer en classe entière, parce que je trouvais qu'il y avait des comportements assez étonnants et je voulais voir ce qu'ils donnaient. Donc, on a un petit peu coupé le protocole au milieu. Donc, 4 premières séances de parcours guidés. Alors, je ne peux pas vous montrer les parcours là, on n'a pas le temps, mais je vais essayer de vous les expliciter un petit peu. Donc, ils sont sur des baladeurs, on leur pose des questions arrivent pour rappeler les stratégies. Par exemple, ils voient une image sur le document, que penses-tu quand tu vois cette image, de quoi pour anticiper, de quoi va parler le document, quelles hypothèses peux-tu faire, et comme on n'a pas d'interactivité sur un baladeur, on est obligé, nous, d'envoyer les réponses derrière, on laisse défiler quelques secondes pour leur laisser le temps de réfléchir, puis on envoie ensuite les réponses qui servent d'autocorrection. Donc des questions, des écrans de rappel, où on leur rappelle qu'il faut anticiper, on leur rappelle de prendre le temps de vérifier leurs hypothèses, de vérifier la cohérence de ce qu'ils écrivent. Une espèce d'assistant en quelque sorte. Le professeur ne parle pas, c'est le baladeur qui fait son travail, enfin qui aide au travail. On a aussi
mis en place des aides, des pauses dans la deuxième et troisième écoute pour alléger la charge cognitive. Terrier, entre autres, a montré que une des difficultés des apprenants, on entend souvent dire ça va trop vite en compréhension orale. En fait, ce qui va vite, c'est pas nécessairement le débit. Donc, elle a testé, par exemple, Terrier, le fait de ralentir la bande sonore ou de faire des pauses. Et on s'est rendu compte qu'il était plus efficace de faire des pauses. C'est la vitesse à laquelle les informations arrivent, en fait, la vitesse. Donc, on a imposé, nous, dans les premiers temps, imposé des pauses pour alléger cette charge, puisque faire des pauses et puis traiter l'information, c'était difficile. Puis, on a fait pour soutenir les processus de bas niveau de décodage, on coupait la bande en quelque sorte par des commentaires oraux qui étaient censés les guider vers la perception des mots difficiles en particulier. Et on a aussi tenté un texte à trous partiel, c'est-à-dire c'est un sous-titrage partiel, c'est pas un sous-titrage complet, hein, pour voir l'importance du cotexte, car Field dit que on entend mieux un mot quand on a les mots autour. Donc les mots importants, on les laissait en trous, en quelque sorte, dans ce sous-titrage, pour voir s'il les percevait mieux en ayant des mots avant et après. Et puis, pour soutenir les processus de haut niveau, qui consiste à créer du sens, schématiquement, on a donné des mots, en particulier en correction, on leur donnait pour qu'ils puissent avancer aussi, s'ils n'avaient pas suffisamment compris, donc les mots qui étaient à repérer, et puis on essayait de les guider pour l'interprétation, comme Poussard aussi avait tenté ça sous forme de questions, d'hypothèses, enfin de différents guidages. Donc voilà pour les parcours qui ont été mis en place. Donc la méthodologie de la recherche a été à la fois quantitative et qualitative. Donc qualitative par les observations de ce groupe D principalement. J'ai aussi observé un peu les autres, mais moins régulièrement. Des journaux de bord, donc, comme vous l'avez vu, pour 2 groupes, qui me donnaient des traces visibles ensuite à analyser. Des questionnaires d'élèves en début et en fin d'expérimentation pour voir dans quelle mesure pouvait évoluer leur représentation sur la compréhension orale en particulier. Des entretiens avec les professeurs après. Et des évaluations diagnostiques et finales pour voir comment évoluerait leur performance à la fois dans leur niveau de compréhension et dans la maîtrise des stratégies. Les résultats, je vais y aller un peu vite parce que le temps est limité. Donc, qu'est-ce qu'on observe lorsque les élèves travaillent avec les baladeurs du groupe D? Je rappellerai en même temps comme ça mes hypothèses là-dessus. L'hypothèse était que ça leur permettrait de se concentrer, ce qu'on entend d'ailleurs très souvent. En fait, on s'est rendu compte sur ce groupe D, donc je vous rappelle faible, peu disposé aux apprentissages, ça n'a pas facilité la mise en activité. Ce qui s'est passé, c'est que dès la deuxième séance, l'effet de nouveauté était terminé et les élèves ont assimilé cet outil à tout autre et ne se sont pas plus mis au travail. En revanche, on a eu un vrai changement de comportement à partir du milieu à peu près de l'expérimentation, à la séance 5. Les élèves ont réussi finalement à se concentrer. Pas très longtemps, mais environ 30 minutes en moyenne. Évidemment, c'est variable hein, selon les élèves, mais environ 30 minutes, ce qui était pour eux quelque chose de nouveau, parce que se concentrer 30 minutes, on ne l'avait pas vu avant sur ces élèves, mais très probablement aussi parce que la situation d'enseignement a été modifiée par des interactions différentes que je vais vous expliquer après, qui peuvent aussi expliquer ce changement de comportement. Et la professeure m'a dit, mais ils sont rentrés en classe, ils me disent bonjour, ils sont prêts au travail. Donc on va essayer de voir pourquoi. Enfin, pourquoi? Quelques pistes. Alors, voilà ce que disent les élèves par rapport à la concentration. J'ai pris deux citations, mais c'est très souvent revenu autour de captiver. Donc, ils expriment qu'ils ont été concentrés avec le baladeur. Sur la question, quelle modification dans les interactions? Donc, nous avions fait une hypothèse avec les professeurs que peut-être ces baladeurs allaient favoriser des échanges entre les élèves, en particulier parce que dans une classe de langue en anglais, on leur demande de faire tout en anglais. Là, ils sont entre eux, ils peuvent se parler en français, dire qu'est-ce que tu as compris. Donc, on pensait qu'il allait y avoir ce type d'échange. Peut-être on pensait que sur les stratégies aussi, ils allaient échanger. En fait, ils n'ont quasiment pas échangé sur les stratégies. Et les échanges ont été très variables selon le type d'élève. Finalement, on s'est rendu compte que ça correspondait... Ceux qui échangeaient pas du tout étaient des élèves souvent en retrait qui étaient très réservés, et le baladeur ne changeait absolument rien à ce fait-là, y compris pour les élèves faibles du groupe qui était très avancé. On s'était dit, bah là, ils ne sont pas noyés au milieu des autres, ils vont peut-être prendre la parole avec leurs camarades à côté, demander de l'aide. En fait, non, ça n'a pas favorisé ça. Certains ont échangé ponctuellement en fonction du but qu'ils se donnaient, et leur but à eux était de comprendre, et pour beaucoup de comprendre rapidement, d'aller à l'essentiel. On a essayé d'expliciter que nous, notre but, c'était qu'ils comprennent dans le détail, qu'ils rapportent le maximum de détails. Mais notre but, en fait, n'a pas toujours été le leur. Malgré nos explications, malgré le fait que, sur les baladeurs, on essayait de faire passer ces consignes, on n'a pas eu beaucoup de résultats là-dessus.
Ce qui me fait poser la question du travail à leur rythme qu'on trouvait tout à l'heure dans la citation du ministère de l'Éducation. On s'est posé la question, mais enfin, les laisser travailler à leur rythme, ça peut être aussi un peu ennuyeux, parce que si leur rythme consiste à aller vite et à l'essentiel, ce n'était pas nous ce qu'on cherchait. En ce qui concerne les interactions entre professeurs et élèves, l'outil a agi de manière très différente dans les deux groupes, qui avaient des profils différents. La professeure AM du groupe D, qui était donc le groupe le plus faible, des élèves peu disposés aux apprentissages, dit ceci, que je vous laisse lire. J'ai surligné bizarrement, parce que ça montre sa représentation un petit peu qu'elle avait de l'outil qui allait être une barrière. Et effectivement, plus tard, dans l'entretien post-expérimentation, elle m'a confié qu'elle n'était pas très confiante. Elle s'était engagée quand même, mais elle ne savait pas trop, elle craignait un petit peu cette multiplicité des baladeurs, a-t-elle dit, comment elle allait le gérer. Et finalement, elle s'est trouvée rapprochée des élèves, car en effet, ces élèves faibles de ce groupe ont fait appel à elle. C'est-à-dire que, comme elle pouvait passer, ils travaillaient seuls, et petit à petit, ces interactions, moi je les ai vues augmenter effectivement dans la classe. En revanche, l'autre professeur, avec le groupe très avancé, si vous vous souvenez, mais quelques élèves faibles quand même, dit ceci, elle était plutôt favorable, au contraire, au départ, et elle a eu donc une trajectoire opposée, en fait. Parce qu'elle me dit, moi je me suis sentie mise en retrait, j'ai eu l'impression que ça les isolait encore plus. Et elle n'a pas trouvé sa place, en fait, dans ce dispositif. Et ça m'a fait penser au passage un peu de la situation qui est celle décrite par le triangle de Housset à celle du tétraèdre de Lombard, qui dit que bien souvent, il y a une seule face du triangle, en fait, qui fonctionne bien. Et je crois que c'est un peu le cas dans ce qu'elle nous dit ici, où la maîtresse, le professeur, a été un peu mise à l'écart, en fait, et du coup n'a pas trouvé sa place. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas trop le temps de vous montrer les résultats du questionnaire, mais le questionnaire de satisfaction, le groupe D ici a été très satisfait de l'expérience et ont une représentation beaucoup plus favorable de la compréhension orale après, tandis que ce groupe a été moins satisfait, c'est pas très fort, mais a été moins satisfait, et surtout, ce sont parmi les 5 élèves très faibles, 4 ont été non satisfaits. Donc ça m'amène aussi à poser la question un petit peu de l'intégration des TIS par l'enseignante, parce qu'on peut penser que effectivement un professeur qui aurait vécu cette situation n'aurait guère envie de reproduire en fait l'usage des TIS après, puisqu'il se sent inutile, donc elle n'a pas très bien vécu. Pour ce qui est des parcours de compréhension, donc mon hypothèse était que ça permettrait d'alléger la charge cognitive et d'améliorer leur compréhension. Eh bien, en fait, les consignes n'ont été qu'en partie suivies, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et les aides qu'on a proposées, que vous avez vues, ont été utilisées très diversement. Autrement dit, les usages qu'on a pu observer des élèves n'étaient pas vraiment les usages que nous, on prescrivait à travers le baladeur ou qu'on avait envisagé, prévu. Lorsqu'ils ne sont plus guidés, par exemple, dans la deuxième partie de l'expérience, on a vu beaucoup d'élèves qui ne faisaient plus de pause. Pourtant, on pensait leur avoir expliqué l'importance, ils étaient passés par ces parcours, ils n'en font plus. Pour des raisons diverses, en fait. Les stratégies de compréhension... Alors, je me pose la question, est-ce que ce sont des stratégies de compréhension personnelle qui sont difficiles à modifier, qu'il faudrait peut-être respecter? Certains se posent la question de la difficulté à modifier des stratégies personnelles, mais si ce sont des stratégies peu efficaces, nous, on a le devoir en tant qu'enseignants peut-être d'agir sur ces stratégies. Ça, je vais passer, ce que c'est un peu long à lire, ce sont ou très rapidement, sur les pauses peut-être, pour les réponses des élèves, pourquoi ils n'utilisent pas. Donc vous voyez qu'il y a des choses très personnelles, les conditions de l'examen, mais ça c'est très intéressant, parce que les pauses, c'est quand vous avez décidé. Donc ça pose des questions sur la construction du sens peut-être. Et puis celui-ci, qui a une phrase assez intéressante, ça rentre dans la tête comme une chanson, sauf que c'est un élève faible, qui n'a pas de très bons résultats. Donc, ce n'est peut-être pas une stratégie très efficace. Et pourtant, il s'y est accroché à cette stratégie. Et nous, on n'a pas réussi à la modifier. Et enfin, dans quelle mesure ça a pu avoir un impact sur leur performance? Mon hypothèse étant que ça permettrait d'améliorer, en particulier pour le groupe qui était entraîné avec les baladeurs, avec des parcours, on obtiendrait peut-être de meilleurs résultats. Alors, on a un sentiment de progression partagé par les élèves, par les observations, par les professeurs et par les évaluations, bien sûr. Mais finalement, on a l'impression plutôt qu'ils ont progressé en termes de stratégie plus que de compréhension. Et ça a été signalé aussi dans d'autres études. Bien sûr, je le dirai dans les limites tout à l'heure, il y a aussi le facteur temps. Une progression qui a été plus visible pour ceux qui étaient très faibles,
ceux qui étaient en dessous du niveau A2, donc qui correspondraient à un niveau d'un élève en début de collège, par exemple. Alors ceux-ci, vous allez le voir avec le graphique suivant, ont progressé, mais dans tous les groupes, ils ont progressé, y compris ceux qui n'avaient pas le baladeur. Donc on attribue plutôt ça à l'effet de l'entraînement un peu systématique qui a été fait sur 10 séances, puisque tous progressent. On a aussi touché une limite pour les élèves faibles, c'est le problème de traitement des processus de bas niveau, c'est-à-dire le décodage. C'est-à-dire que les stratégies métacognitives, on a vu les limites, à partir du moment où ils n'ont pas assez de mots, mettre en œuvre, assez de mots perçus, mettre en œuvre des stratégies métacognitives de gestion du sens, ça a coincé. Vous voyez ici les résultats des évaluations. En jaune, l'évaluation diagnostique et en vert, l'évaluation finale. Donc si on regarde notre groupe D, par exemple, celui-ci, on voit qu'effectivement le nombre d'élèves inférieurs à A2 a régressé, donc ça c'est plutôt mieux parce que c'est trop faible, qu'il augmente un petit peu, donc ça doit être le déplacement ici, donc ça c'est plutôt bon, intéressant. Mais vous voyez qu'on le voit dans d'autres groupes aussi. D'accord ? C'est moins évident sur les groupes les plus avancés. C'est peut-être aussi un problème de l'évaluation qu'on avait mise en place. On a eu beau prendre beaucoup de précautions pour mettre un document nous, on pensait très semblable, mais on sait très bien que d'un document à l'autre, il y a forcément des différences. Les conditions de l'évaluation ne sont pas les mêmes. Nous-mêmes, les évaluateurs, n'étions pas, c'était 4 mois plus tard, donc on n'était pas dans les mêmes conditions. Donc ça peut aussi jouer. Et sur les compétences, l'évolution des compétences métacognitives, toujours entre jaune, évaluation, diagnostic et vert final. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir que le groupe D, qui était très faible, vous voyez qu'ils étaient peu disposés aux apprentissages et très peu de stratégie, a fortement progressé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce groupe, qui était un petit peu mon groupe contrôle par rapport au groupe D, puisqu'il n'avait pas de stratégie, ceux-là, effectivement, ne progressent pas. Et en particulier, ça faisait trop de graphiques à vous montrer aujourd'hui, mais en particulier les élèves faibles, effectivement, n'ont pas progressé dans ce groupe. Donc la conclusion, il faut que je signale les limites effectivement de cette recherche. Vous avez vu des groupes qui sont très différents, donc on peut difficilement comparer. Ici, je présente des résultats de groupes. Il faudra faire une analyse plus précise sur les individus, parce que vous avez vu aussi qu'ils ne peuvent pas être comparables. La durée, bien sûr, 4 mois, c'est long au niveau du temps scolaire, mais c'est pas très long peut-être pour une expérimentation. 10 séances, c'est peut-être qu'on aurait obtenu des résultats meilleurs en termes de performance en ayant continué sur une plus longue durée. Une autre limite aussi, ça a été l'implication des professeurs, parce que comme mes 2 professeurs étaient impliqués à la fois dans les baladeurs et sans baladeurs, à la fois dans un accompagnement fort de stratégie ou un accompagnement de stratégie, on va dire, implicite, elles m'ont dit, le fait d'avoir parlé de tout ça avec toi a forcément rejailli sur les autres groupes, et du coup, ça pouvait expliquer aussi que les autres groupes aussi progressaient, ce qui est évident, effectivement. Je pense qu'il y a une certaine validité interne à ces résultats du fait que les outils de mesure convergent, que ce soit les évaluations, les observations, les entretiens. Cependant, bien sûr, on ne peut pas généraliser. Il y a de multiples variables qui expliquent ce qui s'est passé dans ce groupe qui a progressé. Les perspectives, pour moi, de cette recherche, ce serait de varier le but pour influencer les stratégies, peut-être pour obtenir un transfert des stratégies qu'on impulse dans un premier temps et qu'on n'a pas réussi vraiment à obtenir de manière significative ici. De tester des parcours d'entraînement qui travailleraient davantage les stratégies cognitives, puisque comme je vous l'ai dit, en parallèle des stratégies métacognitives, puisque comme je l'ai dit, ça a été un peu... On a buté là-dessus pour les élèves faibles, donc on n'a peut-être pas suffisamment aidé à ces processus de décodage et de création de sens. Et enfin, d'observer le comportement avec d'autres outils qui incluraient plus de fonctionnalités, en particulier l'interactivité. Et donc ce serait par exemple les outils nomades, les tablettes, puisque là, le baladeur était limité là-dessus. Et voilà. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, y a-t-il une question, une demande d'éclaircissement ? Merci de votre intervention. À plusieurs reprises, vous avez parlé de l'implication des professeurs, des différences entre usage réel et usage prescrit. Est-ce que vous avez eu, via entretien ou même focus group, tous les deux avec vous, obtenu le rapport qu'ils ont par rapport aux baladeurs ? Voyez, oui. La notion de ça sert à quoi, le rapport à la technologie, dans la formation qu'ils ont suivie, dans les formations continues qu'ils ont pu suivre, alors pour comprendre le lien avec leur pratique enseignante.
Oui, tout à fait. Alors, pas si précisément au niveau de la trajectoire. En revanche, effectivement, je l'ai juste glissé un moment tout à l'heure quand je vous ai dit qu'elles ont eu un peu des trajectoires croisées. C'est-à-dire que y a la professeure du groupe le plus faible, quand elle me dit au départ, moi j'étais méfiante, donc elle m'avait explicité effectivement qu'elle utilisait les technologies, plutôt en laboratoire multimédia jusque-là, et elle me dit j'étais méfiante de la multiplicité en particulier des baladeurs, et j'ai apprécié cet outil parce qu'il m'a permis d'aller au contact des élèves dans ma salle de classe. J'ai pu aussi ainsi passer 20 minutes sur les baladeurs si c'était nécessaire, puis je reprends le contrôle de la classe. Ça s'est intégré en fait à la salle de classe, ce qui est souvent très difficile dans le cadre dans l'enseignement secondaire. Quand on amène les élèves dans un labo multimédia, on y passe l'heure et ils sont à peu près l'heure sur les ordinateurs. Très souvent, la configuration, ça dépend, mais souvent la configuration des salles que j'ai vues ne le permet pas. L'autre, en revanche, effectivement, dans son passé, était déjà utilisatrice de TIS, effectivement, appréciée, et m'a dit, bah, c'est la première fois, parce qu'elle dit, j'ai été contrainte. Elle se trouvait avec le groupe qu'on devait assez peu accompagner, hein, puisque c'était un peu un groupe contrôle, on voulait voir si avec peu d'accompagnement, comment il réagirait. Et du coup, comme elle pouvait peu accompagner ses élèves, elle s'est sentie très mise en retrait, comme elle l'exprimait là. Peut-être, il est probable que les élèves aient senti aussi cette gêne qu'avait aussi la professeure et du coup n'aient pas osé l'appeler et donc que ces interactions ne se créent pas aussi, ça c'est possible. Parce qu'en fait ma question c'est que le principe du baladeur ça peut s'utiliser dans la vie privée. Il y a quand même le phénomène de nomade qui se fait avec les tablettes et ils peuvent dans leur usage personnel se servir de ces objets-là pour écouter de la musique ou pour je ne sais quoi. Alors les élèves aussi. Et aussi les élèves. Donc il y a cette dimension de l'objet numérique qui pour moi devrait être prise en compte. Oui. La vie privée, vous voyez. Vie privée, vie élève ou vie professionnelle. Merci. Oui, c'est vrai, c'est un point qu'il faudra que j'approfondisse. Le problème, c'est que les élèves, je comptais avoir des entretiens avec eux, et en fait, il s'est trouvé que c'était extrêmement difficile. C'est un public très volatile, hein, qui est là pour une heure, qui repart sur autre chose, et que je n'ai pas pu trop les interroger sur qu'est-ce qu'ils faisaient en dehors. Là, je suis en train, en revanche, de traiter les questionnaires qu'ils ont fait, donc ça faisait 3 mois après, quoi, là, tout à fait en fin d'année, je n'ai pas fini de les traiter, où je leur demande justement qu'est-ce que tu as fait depuis, qu'est-ce que ça change. Donc là, ça sera uniquement du déclaratif, mais si ça a modifié aussi leur utilisation, mais sans doute à l'avenir, il faudra que je fasse plus attention à ça. Oui. Merci. Une autre intervention? Allez. Merci beaucoup. C'est une question un petit peu en marge de ce que tu as fait, mais ça rejoint quand même ce que tu disais dans ta conclusion. Je me posais la question de... je voulais savoir si tu as déjà rencontré les profs d'anglais au collège Gaston Coutet, notamment à Main-sur-Loire, qui ont des tablettes maintenant, et s'il serait envisageable de faire des choses avec eux. On essaie. Je les ai rencontrés effectivement et c'est une des pistes que je compte explorer en effet, oui. Oui, tout à fait. Oui. Ça fait quand même, ça fait 2-3 ans maintenant. C'est la deuxième année. Deuxième année, et il y a eu une évolution importante de leur façon de faire, donc en termes d'historique, ce serait intéressant. Oui, tout à fait, oui. 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 Non, tu as... Enfin, il y a le... Oui, pour enregistrer. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'ai vraiment trouvé cette présentation très, très intéressante. Juste une question. Les enseignants qui sont intervenus, donc qui ont utilisé ce balado, donc ce baladeur, est-ce qu'ils avaient l'habitude déjà de travailler, enfin de faire travailler les élèves par petits groupes? Oui. Ou est-ce que c'était aussi une nouveauté? Non, ça n'était pas une nouveauté, effectivement. Ils avaient déjà l'habitude de les faire travailler par groupe, tout à fait. D'accord, ok. Donc, en fait, la remarque qu'ils faisaient concernant leur relation à l'élève, je me sens mis de côté ou je suis davantage intégrée, est réellement liée à l'utilisation pour la professeure qui dit ça, très probablement, effectivement, parce que je la connais bien, je l'ai vue dans d'autres cas, et elle m'a dit qu'elle utilisait elle faisait du travail de groupe. Et là, ça s'est passé. L'outil... pour elle, est venu mettre une barrière, effectivement, les élèves s'isolaient. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les élèves de ce groupe, j'ai aussi relevé les occurrences dans le questionnaire final des termes qui revenaient les plus. Et chez eux, dans ce groupe-là, le terme qui est le plus revenu, c'est autonomie individuelle. En relevant les occurrences de différentes questions. Hein, tandis que, par exemple, dans l'autre groupe, faible, le terme qui est le plus revenu, c'était concentration. Donc, c'était pas... Donc pour eux, ça a été vraiment un outil de travail individuel. Ok, merci. Merci.